des réserves prouvées du point de vue mondial, géographique, avec un rôle croissant, là aussi, de la partie États-Unis, en fait, du Sud, il faut le lire dans ce sens, et la 47% qui est quand même dans les mains des pays de l'OPEP, donc qui est le cartel du pétrole, donc qui réunit les pays producteurs du Moyen-Orient et qui globalement détient le 47% des réserves prouvées. Alors, je vous disais, il y a quand même un déséquilibre entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. On peut le voir ici. Donc, le Moyen-Orient dédie la plupart de sa production à l'exportation vers, donc, essentiellement, les pays importateurs et dépendants donc, du pétrole. C'est le même cas aussi pour l'Afrique, pour citer un peu les éléments géographiques les plus importants. La consommation étant en croissance en Asie, donc on voit c'est la partie orangée, donc soit en croissance, soit à un niveau très important. Les pays de l'OCDE sont aussi importants, mais avec donc une petite inflexion qu'on voit apparaître à partir de la crise de 2009. Alors, puisqu'on a un centre de consommation différent du centre de production, on a beaucoup de commerce de pétrole. Donc ici, on voit donc les graphiques, il faut juste un peu regarder combien de flèches il y a. Après, on peut aussi voir que si on devait vraiment bien les tracer, il faudrait faire des densités un peu différentes qui se concentrent vers l'Asie d'une part et en deuxième partie aussi en Europe, mais c'est vrai que c'est une commodité qui traverse tous les océans. Donc d'où cette dimension vraiment mondiale du pétrole, d'où cette importance du prix du pétrole comme aussi une des déterminantes de l'état, comme je disais tout à l'heure, de santé de l'économie, parce que voilà, on en vend, on en achète pratiquement partout, et c'est probablement à l'échelle mondiale la seule commodité qui présente donc cette ouverture internationale. J'ai commencé donc à décrire un peu la question de la production. Alors, c'est qui détient le pétrole, c'est vraiment pas neutre dans l'histoire. Voilà, j'ai déjà dit les noms clés, OPEP. Donc l'OPEP, je reviendrai un peu brièvement sur l'histoire, mais jusqu'à, je dirais, il y a 2 ans, était un peu en bonne partie les responsables donc, du prix du pétrole. Bon, c'est normal, ils détiennent la plus grande partie aussi des ressources, mais surtout ils décident ensemble combien produire, combien extraire, combien produire, et ceci affecte de façon assez conséquente les cours du pétrole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'équilibre international de production? Cet équilibre, il a un peu basculé, hein, comme je vous disais, dans les 2 dernières années, parce que le Moyen-Orient, il reste en fait une partie qui est politiquement instable. Donc, dès qu'il y a une guerre, en fait, les premiers réflexes des pays, c'est d'arrêter la production de pétrole parce que ceci permet à la fois de récupérer, disons, une certaine autonomie et de ne pas s'exposer en plus au commerce international dans un moment où il y a des tensions politiques. Donc, n'importe quelle tension militaire ou politique va diminuer l'offre de pétrole. Et parallèlement à cette diminution de l'offre de pétrole, donc là, on voit un phénomène qui est assez clair dans la période centrale, fin 2013, début 2014. Parallèlement à cela, donc, on a une augmentation de l'offre qu'on va donc essayer d'expliquer. Donc, effectivement, la partie OPEC diminue, mais globalement, il y a une augmentation de l'offre. Alors, qui a commencé à produire plus? Justement, c'est les États-Unis, comme ici, on commence à avoir quelques quantifications de ça. Donc, là, en particulier, on a un indicateur qui est utilisé donc, qui est la production journalière, 54 millions de barils par jour, qui viennent donc des sources alternatives à l'OPEP. Donc, ce n'est pas mal, ça représente aussi un rapport de force assez intéressant.
La demande, elle est restée stable. Donc, comme là, on essaye de comprendre que le côté un peu les fondamentaux, comme on dit, donc l'offre et la demande. La demande, elle est restée stable. Donc ici, on a encore des chiffres qui sont provisoires, mais en termes de croissance en pourcentage, on est resté donc sur quelque chose de relativement stable. Et de la demande venant essentiellement des pays non OCDE, donc l'Asie. Donc, hein, c'est essentiellement l'Asie avec un rôle très, très, très important de la Chine. Donc, on le voit, on va le voir ici, la consommation en 2012, consommation par tête en 2012 et consommation en 2013. Donc, on voit plus ou moins clairement, suivant les échelles de verre, que les derniers phénomènes, c'est que la consommation dans la partie nord des États-Unis a diminué. On est sur des niveaux par tête. Donc, évidemment, c'est aussi une statistique qui est légèrement biaisée sur les côtés asiatiques, où le dénominateur est très important. Donc, la consommation par tête est faible, mais le volume est très, très important. Donc, ceci dépend aussi de la structure de l'économie chinoise, dont là aussi, je commence à introduire, mais je reviendrai. Donc, une consommation qui peut changer de façon aussi importante d'une année sur l'autre, et ceci va avoir un impact très important sur les cours du pétrole. Alors, qu'est-ce que maintenant, ça, c'est des tendances qu'on connaît. Donc là, c'était juste pour introduire, comme je disais tout à l'heure, de quoi on parle, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Donc, les nouvelles sources en général d'offres énergétiques. Alors, on a déjà introduit l'histoire de pétrole et gaz de schiste. De quoi il s'agit? C'est des nouvelles, effectivement, sources de production, c'est des nouvelles technologies de production qui permettent d'exploiter des réserves de pétrole qui ne sont pas exactement souterraines. Le pétrole vient d'une transformation géologique de notre surface sur des longueurs d'années. Donc, c'est vraiment des processus extrêmement lents, mais donc, qui se sont produits et qui ont concentré les ressources dans différentes zones. Alors, à partir en réalité, des années déjà, fin des années 90 et début des années 2000, les États-Unis, qui sont donc des grands consommateurs de pétrole et qui, comme l'Europe, n'étaient pas indépendants des pays producteurs, malgré leur production, ont quand même essayé de se dire, mais bon, l'indépendance énergétique est un objectif de politique économique partout. C'est le cas en Europe, c'est le cas aussi aux États-Unis, même si on y pense moins. Donc, dans la quête de cette indépendance énergétique, le fait de se débarrasser en fait de ces gens de l'OPEP qui font les bons et les mauvais temps, ils ont commencé à introduire en fait des technologies d'exploration d'abord, puis aussi production, extraction et production différentes. Il s'agit donc de ces sources non conventionnelles dans lesquelles, au lieu de faire directement un forage dans les sols, donc les spécialistes l'appellent la partie verticale, on fait d'abord un forage horizontal et puis vertical. Donc ceci permet d'atteindre des puits de pétrole qui sont situés à une, disons, ils sont moins souterrains par rapport à la partie traditionnelle. Donc une fois qu'on les a atteints, ils sont plus intéressants, mais le problème, c'est qu'il faut les atteindre via les roches. Donc, il faut fracturer les roches. Donc, il y a une partie qu'on appelle fracking, en utilisant donc de l'eau pressurisée, beaucoup d'eau même. Et donc, une fois qu'on a fait la partie les forages horizontaux, on fait les forages verticaux. Alors, ceci a des conséquences dramatiques pour l'environnement. Donc, les contraintes environnementales deviennent des contraintes d'exploitation.
parce que la roche, elle est pratiquement détruite dans son équilibre géologique après cette opération d'extraction. Par contre, ceci permet justement d'avoir une production qui est sensiblement plus importante. Même si la taille en fait précise et les volumes de pétrole disponibles qu'on peut donc extraire avec cette technique n'est connu qu'une fois le forage fait. Donc, quand on s'engage dans cette voie de la production de gaz non conventionnel, il y a toujours une partie des coûts qui ne sont pas nécessairement en fait couverts après par la production, par ce qu'on trouve en fait. Ces deux raisons font que, par exemple, en Europe, on a une forte opposition assez généralisée à ces méthodes d'extraction. La contrainte environnementale étant probablement la plus importante. Pour une question aussi de cohérence, comme vous savez, l'Europe est quand même assez avant-gardiste pour tout ce qui est protection de l'environnement. Donc, c'est vrai, si d'une part on lutte à l'émission de gaz à effet de serre, il faut être cohérent, il faut quand même aussi respecter l'environnement naturel, les roches, et avoir une discipline, on va dire. Il n'y a pas une interdiction formelle qui a été faite par la Commission européenne, mais quand même une mise en garde de la difficulté ou du danger de ces phénomènes. Après, c'est les États membres qui décident au cas par cas. En tout cas, pour l'instant, ces méthodes de production qui vont peut-être voir les jours en Allemagne et en Pologne n'intéressent pas l'Europe, mais intéressent essentiellement l'Amérique du Nord. Ici, on voit donc la complémentarité. Donc, on a le gaz de schiste et tout ce qui est les gaz non conventionnels, le pétrole non conventionnel. Donc, ensemble, c'est vrai qu'ils ont eu cet essor progressif, mais certain, à partir, comme je vous disais, des années 90. Il ne faut pas non plus oublier qu'en même temps qu'on a donc le pétrole, puisque justement on disait diversification énergétique, on n'est pas que dans les fossiles, on a aussi les énergies renouvelables, et on voit donc ces trends communs d'amplification de tout ce qui est les nouvelles énergies. Donc, on a tout, presque tout, pour dire d'où vient les prix du pétrole. Les prix du pétrole, donc moi je défends cette vue que vraiment il y a, et les derniers événements, j'essaierai de vous convaincre, le montrent qu'il y a donc un marché qui est constitué d'offres et de demandes. Bon, la difficulté c'est que c'est un marché mondial, donc on n'a pas tout sous les yeux. Quand on fait des études sur le pétrole, on a toujours quelques éléments qui échappent. Mais en gros, donc dans les drivers du pétrole, on trouve les fondamentaux, donc les réserves, la diminution progressive des réserves comme toute ressource naturelle. On atteint un maximum de production et puis petit à petit, on a une déplétion naturelle. On a des facteurs donc, de coûts, coûts d'extraction, coûts de production, coûts aussi de transport, c'est important. Combien on veut utiliser des capacités existantes, parce que ça aussi, comme je vous disais, les taux d'extraction est aussi une mesure qui fait partie des choix des producteurs de pétrole. Donc on peut décider d'extraire plus ou moins vite selon la demande en fait. La demande, donc, c'est la capacité d'importation des pays consommateurs, donc des pays importateurs, c'est-à-dire comment on organise la filière d'importation du pétrole, les taux de croissance de la demande. Il y a aussi des phénomènes qui sont liés à la structure du marché, donc le fait qu'on a quand même des acteurs qui peuvent avoir un impact sur le pétrole. Donc, il y a un problème de pouvoir de marché exercé essentiellement par les producteurs de l'OPEP. Et après, il y a des facteurs qui jouent aussi un rôle, mais leur importance relative change au cours du temps. Donc, à chaque fois, aux fondamentaux se rajoutent des éléments
qui font le bruit en fait du pétrole, donc qui en font aussi sa volatilité. Donc les changements qui peuvent être plus ou moins brusques du cours du pétrole d'un jour à l'autre. Et ceci donc fait partie de ces déterminantes moins mesurables en baril, c'est-à-dire la spéculation, donc combien de transactions sont faites pour des finalités qui ne sont pas de couvrir une demande, mais qui, par exemple, peuvent être de couverture de besoins financiers avec donc d'autres matières premières énergétiques ou même non énergétiques ou les marchés financiers. Il y a une très forte corrélation entre les cours du pétrole et les cours boursiers. Donc c'est vrai qu'une partie des transactions sur le pétrole s'est fait pour un motif qu'on appelle de financiarisation du pétrole, c'est-à-dire des transactions qui se font juste parce qu'on cherche des contreparties de transactions financières. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a besoin de pétrole pour en faire des produits raffinés, mais parce que des traders ont besoin de justement couvrir leurs positions. Une déterminante et aussi intéressante, c'est les taux d'échange, et en particulier les taux d'échange du dollar, parce que les États-Unis ont ce rôle un peu double, à la fois producteurs, donc tout le monde a dans l'imaginaire les producteurs du Texas, et à la fois très grand consommateur, donc en plus un pays très présent sur la scène internationale dans les commerces. Donc les taux d'échange du dollar est aussi très fortement corrélé au cours du pétrole. Et après, il y a les nuages, encore plus difficiles à mesurer en baril par jour, qui sont les tensions politiques ou géopolitiques. Donc c'est pourquoi le pétrole a aussi fait aussi l'objet d'études non seulement en économie, mais aussi dans les sciences sociales un peu au sens plus large, parce que comprendre les liens entre tensions politiques et cours du pétrole est aussi un sujet intéressant, au point que justement on peut avoir une idée et retracer des pics historiques dans les cours du pétrole, qui soient à la hausse ou à la baisse, avec des chocs politiques très importants. Donc, après, donc, en économie, on fait des études d'événements pour comprendre si c'est juste une coïncidence ou s'il y a vraiment quelque chose de plus important. La plupart des études tendent à dire que justement ces liens entre la partie politique et les cours du pétrole est confirmé, n'est pas juste un petit hasard historique. Et d'ailleurs, on le voit parce que donc, dans ces graphiques qui retracent donc, les cours du pétrole, les cours du pétrole en vert clair, c'est des dollars en 2012 et en vert plus foncé dans les dollars en tant que sa valeur actuelle, on voit justement les moments très importants où d'essor donc de la demande de pétrole et donc dans la découverte en fait de combien et comment on pouvait utiliser le pétrole au tout début. À la fin en fait des 1800, on avait donc une forte demande, donc une forte valeur du pétrole dans l'économie qui s'est progressivement stabilisée, avec des pics qui correspondent à des événements qui peuvent être économiques, comme la découverte de certaines nouvelles sources de nouveaux puits de pétrole, ou des tensions qui peuvent être la guerre du Kippour, les chocs pétroliers, donc l'embargo qui a été fait par les pays donc, du Moyen-Orient vis-à-vis donc, des États-Unis. Donc, c'est les fameux chocs 70. Les contre-chocs correspondant à une prise de conscience des États-Unis et du monde entier qu'il fallait consommer moins. Alors, c'est un slogan qui est assez à la mode aujourd'hui, mais il a commencé, et peut-être de façon plus efficace, il y a 50 ans, quand on disait, bon, oui, il faut, à l'époque, on utilisait aussi pas mal de pétrole pour produire de l'électricité. On se disait, il faut toujours éteindre les lumières. Donc, on était rentré un peu dans cette idée qu'il fallait consommer moins, il fallait être attentif. Donc, contre-choc pétrolier, à nouveau, une gestion plus intelligente de la demande, diminution du cours du pétrole, même si ça se stabilise à un niveau plus élevé que dans les décennies précédentes. Et crise
pétrolière qui était le premier signal de la crise financière et économique de 2008-2009. On date les débuts de cette crise par justement les changements du cours du pétrole qui, en un jour, est passé de $180 par baril à 35. Donc, c'est vrai que ça a marqué vraiment les débuts de la crise financière. Donc, après, avec un processus plus lent de croissance du pétrole. Donc, on voit aujourd'hui, jusqu'à une période de 2000-2009, donc pic, et après, dans les deux sens, hein, en haut, en bas. Et après, donc, une augmentation jusqu'à 2010 à peu près continue. On vient rapidement donc à ce qu'on disait au début. Donc là, c'est un peu un zoom sur les années plus récentes. Alors, si on calcule un taux de croissance du pétrole des années 90 jusqu'à aujourd'hui, le taux de croissance global est plus ou moins de 4%. Le problème, c'est qu'il y a des fluctuations énormes. Donc, les fluctuations font partie aussi, hein, c'est une forte caractéristique du prix du pétrole. Il faut regarder les niveaux et combien il varie au jour par jour, ou même à l'intérieur de la journée. Donc ici, on a les zooms sur l'avant-crise et l'après-crise. Et donc là, dans un dollar constant, on voit donc les pics dont je vous avais parlé. Et aujourd'hui, donc, des cotations qui ont fait à nouveau une chute assez importante. Donc là, on est sur un prix au 1er mai, jour férié, bon, à 60. Donc, je dis ça parce qu'il y a évidemment aussi une composante très saisonnière, hein, dans la demande de pétrole. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, on a, mais donc, dans ces graphiques, si on peut comparer les pics avant la crise, ici, c'est $140, dollars constant, et 50 à peu près qu'on a atteint en mai. C'est vrai qu'il y a un monde. Donc, je suis arrivée au prix. Donc, normalement, on a expliqué ces prix en disant que, justement, il y a quand même une offre qui a augmenté. Donc, comme tout bien, l'offre augmente, les prix diminuent. Donc ça, c'est déjà donc, une déterminante de cette baisse. Mais quelles sont après, donc, dernière question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette baisse du prix du pétrole? Est-ce que dire que l'augmentation de l'offre est suffisante? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a aussi changé du côté de la demande? Et après, donc, comme on le disait tout à l'heure, est-ce qu'on a bien compris, est-ce que c'est un marché qui est efficace, dirons-nous, et donc, est-ce qu'on peut donner un chiffre pour les années à venir? Donc, ce sera la toute dernière partie de mon analyse. Alors, on revient un peu sur cette question demande-offre. L'augmentation de la production et aussi une baisse de la demande, essentiellement due à une baisse de la demande mondiale qui s'explique par une baisse de la demande chinoise en réalité, sont un facteur qui, selon les dernières études économiques ou économétriques, si vous voulez, donc, parce qu'il faut les quantifier, ces effets qui donnent des chiffres, des proportions relatives. Donc, la baisse de la demande contribuerait à la baisse du cours du pétrole pour plus ou moins un quart, 25-30%. L'augmentation de l'offre par le complément, donc entre 75, en moyenne 75%. D'où vient cette nouvelle production? On a dit le gaz de schiste, mais aussi l'Arabie saoudite. Alors, l'Arabie saoudite qui a vu les États-Unis commencer à produire beaucoup et qui dit oui, les États-Unis c'est très bien, vous produisez, mais c'est quand même cher ce que vous produisez.
parce que vous utilisez les gaz de schiste. Moi, avec mes vieux puits, je peux tenir longtemps. Dans les 47% des réserves de l'OPEP, plus de la moitié sont concentrées en Arabie Saoudite. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment les pays où le pétrole, c'est vraiment là où on a le pétrole qui sort du robinet au lieu de l'eau. Déjà, ils n'en consomment pas beaucoup. Et c'est un pétrole qui est relativement en surface. Ils peuvent en fait soutenir leur filière énergétique, donc leur industrie d'extraction, production de pétrole, avec un prix plancher qui est très bas et qui est en dessous du cours actuel, donc qui est aux alentours de 35 $. Donc, tant qu'à 50 $, ils sont encore tranquilles. Donc, ils peuvent ne pas modifier justement les taux d'extraction et garder leur production constante. Donc, ils seront toujours là pour dire oui, oui, les maîtres du pétrole, c'est nous. Donc, c'est un signal que l'Arabie Saoudite donne aux États-Unis en disant moi, je n'ajuste pas ma production parce que je vais te montrer que si je suis puissant, l'offre va être excédentaire, les prix vont diminuer et tôt ou tard, la filière du gaz non conventionnel va être mise sous pression. Parce que comme je vous disais, les gaz non conventionnels et le pétrole non conventionnel, il est cher. Donc à 35 $, ils sont morts. Ils peuvent disparaître, ou du moins ils peuvent décider de baisser vraiment les taux d'extraction, ce qui va avoir un impact à nouveau sur l'offre des États-Unis et donc les prix du pétrole mondial. Donc, c'est vraiment des éléments fondamentaux et pas de la spéculation. Donc, il n'y a pas la demande spéculative qui a voulu disparaître à un certain moment. Non, c'est vraiment des fondamentaux selon donc, les analyses des économistes du pétrole. Alors, c'est vrai que il y a donc l'explication que je vous ai donnée semble être la plus réaliste. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va rester stable dans le temps? Donc, c'est une guerre qui est typique, hein, qu'on rationalise un peu avec les instruments de pensée un peu de l'économie industrielle. Donc, c'est vraiment un cartel qui émet ces signaux en disant nous restons un cartel, nous décidons de façon coordonnée. Donc, les producteurs, les nouveaux producteurs ou nouveaux exportateurs n'ont qu'à avoir peur. Mais bon, cette logique a aussi un frein. C'est-à-dire que c'est vrai que l'industrie pétrolière tient en Arabie Saoudite ou dans les pays de l'OPEP jusqu'à ce que ce seuil un peu de 35 $ soit atteint. Mais c'est des pays qui ont besoin aussi d'avoir de l'argent. Donc, ils sont également dépendants de l'entrée que représente l'exportation du pétrole. Donc, c'est vrai que c'est un signal qui aujourd'hui fonctionne, mais qui ne peut pas être vraiment on ne peut pas les soutenir. On sait très bien que ces pays ne pourront pas les soutenir pendant 10 ans, 20 ans. Donc, il y a aussi du côté des pays exportateurs, il y a un besoin de reconstituer un peu la rentabilité du pétrole à moyen long terme. C'est le cas donc pour les pays de l'OPEP. C'est aussi le cas de notre très grand producteur que je n'ai pas cité jusqu'à présent, qui est la Russie. Donc la Russie joue aussi un rôle très important dans cet équilibre offre et demande. On pense à la Russie en général un peu plus pour le gaz que pour le pétrole. Mais bon, les deux vont ensemble en fait. Et dans cette, je dirais, tension sur les moyens long terme, la Russie va avoir aussi un rôle d'arbitre, soit pour la proximité géographique avec le Moyen-Orient, soit pour une certaine homogénéité de la filière de production et extraction. Ils ont plus ou moins le même coût d'extraction que les pays du Moyen-Orient, soit parce que justement, ils ont tellement de problèmes avec le gaz en ce moment qu'ils veulent quand même miser un peu plus sur le pétrole, sur l'exportation de pétrole dans l'avenir. Les problèmes avec le gaz sont essentiellement liés au rapport entre la Russie et l'Union européenne via la guerre Ukraine et donc aussi l'attaque qu'ils ont reçue pour
des comportements, disons, non compatibles avec les lois de la concurrence européenne. Donc là, ils sont en train un peu de souffrir sur le gaz. Donc rentrer sur les marchés du pétrole de façon plus nette pourrait être aussi quelque chose qui évolue à long terme. Donc sur les longs termes, j'ai commencé à vous dire un peu quels sont les facteurs qui vont jouer. Alors, si expliquer les prix du pétrole, on sait faire. Bon, il y a beaucoup de papiers, pas de barils de papier, mais de papiers qui sont écrits sur ça. Donc, quand on regarde au passé, l'analyse des séries historiques, l'analyse économétrique permet d'avoir de grandes certitudes. Par contre, tout ceci, pour les futurs, est difficile. Donc, c'est difficile de comprendre quelle est l'évolution à moyen long terme. Donc, prédire les cours du pétrole, je parlais récemment avec un des grands économistes du pétrole, il me disait, bon, autant donner un chiffre avec la boule de cristal. Surtout aujourd'hui, où on a donc beaucoup d'incertitudes. Ces incertitudes viennent de la vitesse de sortie de crise, qui a un lien aussi double avec le pétrole. Si le pétrole n'est pas cher, toutes les économies sont plus compétitives parce que la facture énergétique, donc le poids de la dépense de pétrole dans les économies mondiales baisse. Donc, ça veut dire que les économies deviennent plus compétitives et que progressivement, elles vont sortir. C'est un facteur qui aide à la sortie de crise. Mais si on sort de la crise, ça veut dire que la demande tôt ou tard va augmenter. Donc, ça va redonner en fait un peu de pression à la hausse sur le pétrole. À quelle vitesse on sort de la crise et quelle est l'importance à court terme du pétrole? C'est très différencié. Ça a joué un rôle assez important aux États-Unis, en particulier en Californie, qui est passé d'un taux de croissance de 0% à 5% en un an, un pays qui utilise beaucoup les pétroles. Mais en Europe, on plafonne encore. On a beau à dire que notre dépendance, on se réjouit du fait d'avoir un cours de pétrole bas, mais nous avons tellement d'autres problèmes que l'effet pétrole dans notre économie aujourd'hui est faible. Donc nous sommes en train encore de nous débattre sur les questions de pacte de stabilité. Donc en Europe, les poids en fait ou les liens entre reprise et prix du pétrole est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Donc tout ceci dépendra donc encore de cette force mondiale en fait de la demande. Justement, la demande, il y a, à côté de la demande, il y a la Chine. Comme je vous disais, la Chine, la diminution de la demande chinoise, parce qu'on s'était un peu trompé sur la force de croissance chinoise. Il y a 10 ans, on pensait que le taux de croissance était 12%. Et aujourd'hui, leur taux de croissance, il est autour de 7-8%. Enfin, nous, ça nous fait quand même rêver, mais c'est très élevé, mais ce n'est pas aussi élevé qu'on l'avait anticipé. Donc l'offre de pétrole misait aussi sur cette croissance qui après ne s'est pas réalisée. Donc bon, voilà, on a un peu plongé là. Et leur rôle, donc quand la demande chinoise augmente ou baisse, bon, ça va avoir un impact sur le cours mondial du pétrole. Là, pour l'instant, la demande devrait rester assez constante parce qu'ils ont donc un grand problème de production de toute forme d'énergie et en particulier un programme d'électrification très important. S'il est maintenu, ce programme d'électrification va soutenir en fait la demande chinoise d'énergie, de toute forme d'énergie, encore une fois, ce qui va du nucléaire au pétrole, au gaz, et toute technologie qui peut les aider donc à atteindre cet objectif d'électrification. Donc ça, c'est des éléments vraiment importants. Et à côté de ça, donc, il y a des éléments qui sont, encore une fois, plus difficiles à apprécier de façon quantitative. Les questions géopolitiques, par exemple la Libye, quand elle a fini, disons, son cycle un peu de guerre interne et elle a recommencé à produire du pétrole, bon, elle a sorti quand même 3 millions de barils de pétrole par jour. On s'en est aperçu.
Donc ça aussi, ça a permis d'augmenter l'offre de pétrole dans les derniers mois. On a la Libye, il y a l'Iran ou l'Irak qui sortent. Donc, c'est des mouvements comme géopolitiques qui sont un peu imprévisibles et qui peuvent avoir un impact important sur la disponibilité, donc à nouveau sur l'offre. Mais là, voilà, je suis en train de tracer un peu les questions du plus prévisible au moins prévisible. Mon âme environnementaliste va être aussi un peu déçue parce que parmi ces éléments qui sont très incertains, il y a donc la pression environnementale. Évidemment, cette pression environnementale, bon, on verra d'ici 6 mois si on a un accord déjà global sur les politiques qui visent à contenir les gaz à effet de serre. Donc, si on a une politique relativement forte, ou du moins, à défaut d'être forte, mondiale, sur la nécessité de polluer moins, ben c'est sûr que le pétrole va aussi avoir quelques petits soucis, même si à aujourd'hui, c'est vrai que, encore une fois, la diversification vient dans les mix énergétiques, mais pas dans les transports. Donc, les transports, qui est, lui, donc une force déterminante, on est encore au tout début de la substitution entre les voitures diesel et les voitures électriques. Donc, le pétrole va perdre de la force sur, par exemple, en Chine, hein, pour produire l'électricité. Mais les Chinois ne passeront pas directement à la voiture électrique. Et nous non plus, malgré toutes les incitations. Donc, les politiques climatiques peuvent avoir là aussi un impact plus ou moins différencié de façon géographique et donc déterminer des changements de la demande. Pour finir, donc, de 50 à quel prix? Difficile à dire. Même les experts, donc en général, on regarde hein, les prévisions des grands organismes internationaux, donc l'Agence internationale de l'énergie ou les fonds monétaires internationaux, donc ont leurs propres outils de prévision. Et là, on voit donc pour 2004 à quel point donc les prévisions étaient relativement fausses, parce qu'en 2004, ils avaient la même prévision, donc l'Agence internationale de l'énergie et les fonds monétaires, mais en fait, les prix étaient plus élevés de ce qu'ils avaient prévu. En 2010-92, en moyenne, tous les deux, plus ou moins corrects. Sauf que la moyenne en 2010 comprend aussi la première partie de 2009, la fin donc, de la crise. Et pour 2030, bon, on a quand même presque $20 d'écart sur les prévisions donc, de l'Agence internationale de l'énergie et du FMI. À savoir que toutes les deux, les agences, ont quand même déjà changé d'avis parce que je n'ai pas reporté les petits exercices, mais si on regarde les chiffres à 2030 qui avaient été prévus il y a 6 mois, pour les deux, c'était plus élevé. Donc, l'AIE, c'était à 142 et l'FMI, il était à 160. Donc, le monde change, les cours du pétrole aussi. On sait plus ou moins où on essaye donc de les prévoir. C'est un enjeu très important pour nos économies, donc d'où la nécessité, d'où l'intérêt en fait de regarder ces secteurs dans sa dimension globale du point de vue donc économique et en partie aussi géopolitique. Merci à vous. Alors moi j'en ai une quand même.
Je voulais savoir, les États-Unis donc exploitent aujourd'hui le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Est-ce qu'on considère qu'ils sont indépendants énergiquement? Est-ce qu'ils ont atteint, c'est ce qu'ils voulaient, je crois, l'indépendance énergétique? Ces 6 derniers mois, oui. Ils sont exportateurs. Ils sont devenus exportateurs nets de pétrole. 6 derniers mois, ça veut dire aussi on sort de l'hiver. Donc on a moins besoin d'une consommation locale. Les flux en sortie des États-Unis n'est pas très très important, mais oui, ils sont devenus exportateurs nets. Et au niveau de, comme vous disiez, ces nouvelles énergies, finalement, sont plus chères. Comment ça se... Ils arrivent quand même à exporter Ils vont en Asie. Ils ne viennent pas chez nous. Hein. Donc aujourd'hui, le taux de marge d'un baril de pétrole vendu en Asie, il est de presque 50%. Parce que la demande est quand même plus élevée. Donc, les pétroles de schiste nous passent, c'est pas par-dessus de la tête, mais ils traversent en fait. Ils traversent les océans et il va donc, c'est un lien entre les bassins atlantiques et pacifiques. Il va où les centres de demande se situent actuellement, donc Chine, mais aussi Japon et pays émergents donc asiatiques. Donc c'est vrai que nous, en Europe, on ne va pas les produire, très certainement, ou presque certainement, on ne va pas les produire, mais on ne va pas l'acheter non plus pour l'instant. Et comment se situe l'OPEP par rapport à ça, par rapport à ce marché finalement États-Unis, Asie? Comment est-ce que l'OPEP est présent? J'imagine que oui quand même. Les plus grands concurrents, en fait, c'est la Russie, parce qu'ils sont frontière à frontière. Donc les pays qui est vraiment frontalier avec la Chine, c'est la Russie. Donc c'est un grand concurrent de l'OPEP sur les marchés asiatiques. Et donc du point de vue vraiment de volume, la Russie a conclu des gros contrats avec l'Asie, plus que les États-Unis et même plus que les Moyen-Orient. Donc finalement, la logistique, enfin les questions de logistique sont aussi au cœur du... Oui, c'est pour ça que je disais les transports. Les transports est aussi important. C'est vrai que donc on a vu les flèches. C'est pour ça que je disais il y a quand même des routes où oui on a du pétrole qui bouge, mais pas beaucoup parce qu'effectivement il faut aussi que ça reste compétitif. Alors, je n'ai pas touché la question que, donc là, j'ai parlé du pétrole, mais en réalité, je devrais parler des pétroles, parce qu'il y a même dans l'extraction, il y a des très fortes différences. Dans la qualité et les pouvoirs calorifiques du pétrole, il y a aussi de fortes différences. Donc, tout ne peut pas être rentabilisé de la même façon, et donc les coûts de transport peuvent jouer aussi un rôle discriminant sur qu'est-ce qu'on peut exporter. C'est vrai que transporter donc les pétroles, bon, on les fait par des énormes bateaux, mais la route est quand même, voilà, il n'y a pas un substitut viable. C'est pour ça aussi qu'il y a un avantage de la Russie, parce qu'ils peuvent le faire passer par des pipelines. Par des oléoducs. Ouais, par les oléoducs, oui, tout à fait. En termes d'échange aussi entre Russie et Chine, c'est toujours en dollars ou c'est... Oui, pardon. Oui. Oui. Ça reste les pétrodollars. Ouais, ça reste effectivement la monnaie qui détermine la valeur des négociations internationales. D'où donc cette importance du taux d'échange. Après, il y a effectivement des effets indirects entre les taux d'échange de dollars dans les pouvoirs d'achat du yen. Donc, on a aussi, la possibilité d'avoir un impact commercial via, après, l'ouverture, de façon indirecte, mais c'est des effets macroéconomiques importants, de l'économie chinoise et l'économie américaine. Donc, il y a quand même une rétroaction sur le commerce international au sens un peu plus large que celui énergétique.
Ça ne bougera pas pendant un certain temps. Enfin, je veux dire, le dollar restera toujours Non, maître. oui, historiquement, je pense que c'est une force qu'on aura du mal à contrer. On aura du mal à contrer. Mais c'est vrai aussi que sur les marchés des monnaies, les rôles du pétrole, parce que oui, on n'y pense pas, mais il y a aussi un marché des monnaies qui détermine en grande partie les valeurs des taux d'échange. Le rôle du dollar n'est pas prêt d'être mis de côté. Peut-être une dernière question. Sur les réserves aussi européennes, bon, on parle de l'Angleterre et puis de l'Écosse et de la Norvège. Là, disons, au niveau des réserves, c'est pratiquement épuisé. Enfin, ils n'ont plus de... Oui, nous avons la double peine. Nous n'arrivons pas à diminuer notre consommation et la production est... alors, chez nous, le pic a été atteint. C'est sûr qu'on est dans une phase de déclin. Les pays qui tiennent le mieux, c'est la Norvège, mais bien que ça ne soit pas aussi problématique que la Russie, il est quand même en dehors de nos frontières. Donc, en termes de dépendance, le fait que la Norvège ait quand même des ressources importantes ne nous arrange pas non plus. C'est juste pour conclure sur un petit clin d'œil. On disait que nous, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Est-ce qu'on a quelques recherches qui, à votre avis, pourraient aller un peu dans le sens de nous aider un peu dans cette dépendance totale avec le pétrole? Bah, moi c'est que je vois dans ce qu'on pourrait dire un peu la recherche un peu fondamentale, très en amont. Je pense qu'on est en train surtout de bouger sur tout ce qui est rationalisation de la demande d'électricité. Or, ça ne pourra pas peut-être avoir un impact très fort en France parce que bon, la France elle a quand même une dépendance sur une autre technologie qui est le nucléaire, mais qui pourra après donner justement des idées aux autres, à défaut de donner des idées à la France même. Mais en fait, tout ce qui est introduction de moyens intelligents de consommer l'électricité, qui est aussi un objectif de politique énergétique à niveau européen, pourra effectivement aider à contenir en fait et à rationaliser l'usage de l'énergie et donc aussi du pétrole.